Wow! Donc, ici, on est vraiment là, dans l'habitation des gens des grandes plaines nord-américaines, et comme on l'a vu au début de la visite, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a habité au cours de notre histoire. Nous, les Wendat, on n'a jamais utilisé les tipis, même durant l'été, quand les hommes voyageaient, les gens dormaient à la belle étoile, s'abritaient sur les canaux. On ne prenait pas le temps de se construire un abri seulement pour une nuit. Ça ne valait vraiment pas la peine. Pourquoi les gens des Grandes Plaines l'utilisaient? Eux étaient nomades. Donc, ça prenait une habitation qui les suivait rapidement, et vous comprenez que le tipi se démonte facilement et se transporte facilement. Il faut comprendre que le nôtre est trop grand. Là. Il fait 10 mètres au niveau du diamètre, autant au niveau de la hauteur. Mais à l'époque, ça n'atteignait pas les 5 mètres au diamètre et ça dépassait rarement les 6 mètres au niveau de la hauteur. Et tout ça, c'est une question de poids. Quand contrairement à ce qu'on croit, et lorsqu'on va au cinéma ou des bandes dessinées, il n'y avait pas de chevaux en Amérique à l'arrivée des Européens. Ce sont vraiment les Espagnols qui vont amener les chevaux en Amérique. Et la preuve que je peux vous donner que les gens des nations des Grandes Plaines n'avaient jamais vu les chevaux, la première fois qu'ils les voient, ils ne savent pas comment les appeler. Mais eux trouvaient que ça ressemblait à un chien, mais beaucoup plus grand. Donc les mots de langue ici utilisés pour désigner un cheval, si on les traduit en français, ça veut dire grand chien. Donc c'est comme ça qu'ils les ont appelés. Bon, nous non plus, les Wendat, on n'avait jamais vu de chevaux. Alors, comment on les appelle? Malheureusement, on réapprend la langue. Hein, puis j'ai oublié le mot, là, je peux quand même me souvenir du mot qu'on utilise en Wendat pour dire cheval. Mais quand on le traduit en français, ce mot-là, ça veut dire « elle porte quelqu'un sur son dos ». Donc c'est comme ça qu'on appelle le cheval, tout simplement, dans notre langue. Et nous, le nôtre, on l'a recouvert avec une toile en coton. Mais vous comprenez qu'à l'époque, dans les Grandes Plaines, les gens utilisaient le cuir du bison pour recouvrir leur habitation. Dans le nord du Canada, bien souvent, c'est l'écorce du bouleau qui était le plus souvent utilisée. Maintenant, la situation actuelle. Donc ici, on a la carte du Québec avec la position des nations sur le territoire québécois actuellement. On parle d'une population, je vous dirais, d'environ 100 000 membres des Premières Nations au Canada et des Inuits. Il y a 11 nations différentes. Et on retrouve 55 communautés des Premières Nations inuites sur le territoire québécois. Nous, les Wendat, on a une communauté urbaine, c'est-à-dire qu'on est près d'un grand centre comme la ville de Québec, et nous, ça en est bien tiré au niveau économique. Mais attention, hein, la présence de la ville de Québec tout près de notre village est vraiment importante, car nous, je vous dirais qu'il y a près de 70 de nos gens qui travaillent, qui doivent trouver un emploi dans la ville de Québec. Alors que pour les 3/4 des communautés, bien c'est le contraire. Eux, leur communauté est située à plus de 150 km d'une ville ou d'un village québécois. Et il fut un temps, là, dans certaines de ces communautés, le taux de chômage pouvait atteindre les 70 %. Et vous comprenez qu'avec un taux de chômage aussi élevé, malheureusement, ils sont apparus beaucoup de problèmes sociaux. Mais il faut savoir que depuis une dizaine d'années, même peut-être une quinzaine d'années, ça bouge beaucoup dans les communautés éloignées. Les gens sont de plus en plus conscients de leurs problèmes, de plus en plus veulent trouver des solutions. Et une des meilleures solutions, bien, c'était le tourisme. Donc, de plus en plus, on retrouve des activités touristiques à travers les communautés. D'ailleurs, à partir de demain, si vous voulez faire le tour du Québec en allant voir seulement les membres des Premières Nations, il y a 145 offres touristiques parmi les 55 communautés. Oui, c'est quand même assez varié et ça permet de faire facilement le tour du Québec. Et il y a les jeunes aussi, parce que vous comprenez que les jeunes sont conscients qu'aujourd'hui, la meilleure façon de réussir, c'est de poursuivre des études supérieures. Mais malheureusement, ceux comme nous, ça va bien, on est aux côtés de Québec, donc avec l'université, ça va très bien. Mais par contre, ces gens-là, eux, doivent quitter leur communauté pour venir étudier dans les villes. Bon, des fois, ça se passe bien, d'autres fois, c'est plus difficile pour certains de s'adapter donc à la vie dans les villes, mais on est en train de mettre en place des outils dans les villes pour les aider, donc à les aider à se familiariser avec la vie en ville pour leur permettre de poursuivre leurs études plus facilement. J'ai une question. Oui. Entre vous, vous parlez votre dialecte? Non, nous, on réapprend le dialecte actuellement. Je dirais que dans la communauté actuellement, il y a à peu près 4 personnes qui sont capables de soutenir une conversation et de parler, mais on est vraiment à l'étape de réintroduire la langue à l'intérieur de la communauté. Vraiment. Et vous avez des écoles? En fait, on a une école, on a parlé de la prochaine étape, là, mais oui, on a une école dans la communauté, mais par contre, pour reconstituer la langue, on a dû, en fait, ce sont nos traditionalistes, hein, parce que la langue, nous, on dit que la langue s'est endormie au début des années 1900, mais au milieu des années 1980, nos traditionalistes se sont donnés comme le mandat là, de réintroduire la langue à l'intérieur de la communauté. Mais là, on partait pratiquement de rien. On avait des écrits, des dictionnaires que les missionnaires avaient laissés, mais aussi des enregistrements qui avaient été faits au début des années 1900. Mais c'était vraiment embryonnaire, hein, c'était pas évident. Et souvent, les dictionnaires, là, il y avait des mots qui étaient
qu'il y avait trois orthographes différentes, donc on n'était pas trop sûr. Donc, nous, on a dû faire appel à des linguistes. Et de ce côté-là, bien, le gouvernement canadien a aidé les Premières Nations, parce qu'à un moment donné, le gouvernement canadien s'aperçoit que les langues des Premières Nations sont en train de disparaître au pays. Et une année qui a fait un surplus budgétaire, mais il a décidé de mettre une enveloppe à la disposition de toutes les nations à travers le Canada pour qu'on puisse soit sauver les langues, soit les réintroduire. Et bien, évidemment, on a eu notre partie donc, de cet argent-là. Et en faisant appel à des linguistes, bien, eux ont commencé à décortiquer tout ça et à pouvoir reconstituer la langue donc, de cette façon-là. Depuis 2010, les jeunes réapprennent la langue à l'école à raison de 30 minutes par jour et il y a des cours adultes depuis 2012. Mais nous, on a seulement une école primaire. Hein. Nous, après la 6e année, là, nos jeunes vont étudier à l'extérieur. Vous voyez, le contact avec la langue se fait de la petite enfance parce qu'on a un CPE où les jeunes font un petit peu la langue également. Mais une fois qu'ils quittent le primaire, souvent, ça se perd. Donc, on tente de mettre en place des activités, surtout durant l'été, pour permettre aux jeunes de poursuivre l'apprentissage de la langue. Mais c'est un processus qui est long, mais on espère pouvoir réentendre. Je ne sais pas si je vais le réentendre, là, moi, mais on espère que les générations qui vont nous suivre vont pouvoir reparler la langue. Parce que oui, on considère que la langue est quand même importante pour un peuple. C'est souvent, quand on écoute parler des gens, souvent on apprend comment ils voient le monde également. Donc c'est très, très important, donc, la langue. Vous pouvez nous dire comment on dit bonjour chez vous? Kwe. 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 Et merci? Tiawak. Tiawak. Ouais. Et au revoir? Onin. S'il vous plaît? Non. Ah, y a Non, pas ça. parce qu'on ne demande pas rien. C'est vrai. On ne demande pas. Okay. On demande pas. On ne peut pas demander. Il faut trouver de façon diplomatique de demander. Mais l'exemple que je peux donner, qui me vient toujours à l'esprit, c'est quand des gens arrivaient dans nos villages, on les regardait et on ne pouvait pas dire à quelqu'un « As-tu faim? Est-ce que tu veux manger? » Non, non. La façon de faire, c'était « Oh, mes invités semblent affamés. Prendrait-ils quelque nourriture? » Vous voyez comment... Alors, s'il vous plaît... ça n'existe pas. Le bienvenu existe, là, mais il faut que je m'en souvienne. Le bienvenu, c'est donc qui veut dire bienvenue. Vous voyez, mais pour s'il vous plaît, là, non, à ma connaissance, c'est comme je vais bien, ça n'existe pas non plus. D'accord. C'est bon? Oui. Une dernière question. Allez-y. Tout ce monde-là, ils parlent tous la même langue ou... Non. Au Québec, il y a 2 groupes linguistiques qu'on appelle les Iroquoiens, dont on fait partie, nous, les Wendat et les Mohawks de la région de Montréal. En fait, il y en a 3. Je dis 2, mais il y en a 3. Il y a les Algonquiens qui regroupent toutes les autres nations où vous voyez les triangles. Et il y a bien sûr les Nuktitut, les Inuits dans le nord qui ont leur propre langue également. Donc, on en trouve vraiment 3. Et nous, avec les Algonquiens ou les Atikamekw ou les Inuits montagnais, on ne se comprend pas. On se dit quoi, puis après ça, c'est fini. On ne comprend plus du tout là, ce que l'autre va nous dire. Donc, c'est vraiment 2 langues complètement différentes sur une distance qui n'est quand même pas très grande. Oui, c'est grand, mais c'est quand même pas très grand donc, sur la distance. Alors, c'est pour ça que ça devait compliquer un petit peu la diplomatie. On était de très grands diplomates, mais on devait être à l'écoute de ce qui se passait également. Ouais. C'est bon? Vous êtes des hommes sages. Hein? Oui. On n'a pas toujours, vous savez, hein, de la sagesse des fois, là. Mais oui, on essayait de l'être le plus possible, mais non, c'est sûr que... mais on était diplomate, par exemple. Ça, on était reconnus vraiment pour notre grand sens de la diplomatie. Oui. Également au Canada, il y a une loi qui s'appelle la loi sur les Indiens, loi qui a été écrite et votée par le Parlement canadien en 1876. Elle est encore en vigueur aujourd'hui. Elle dit encore que les terres qu'on habite, nous, les Premières Nations au Canada, ne nous appartiennent pas. Donc, les terres appartiennent au gouvernement canadien. On a le droit d'occuper la terre, mais on n'en sera jamais propriétaire. Donc, les maisons, vous avez vu, venez ici, les maisons sont à nous, mais le terrain sur lequel la maison est construite demeure propriété du gouvernement canadien. Même chose avec l'appareil politique. Ce ne sont plus nos femmes qui vont choisir nos représentants. Donc, on a maintenant des élections pour les choisir. Mais une fois qu'on les a choisis, le gouvernement canadien conserve encore un droit de veto sur toutes les décisions qu'ils vont prendre, car un des articles de la loi fait encore de nous des personnes mineures au Canada. Donc, on a besoin d'un tuteur, et bien sûr, notre tuteur est le gouvernement canadien. Pourquoi? Bien, écoutez, il y a eu 3 commissions d'enquête royales à partir des années 1800 jusqu'en 1850. Et les 3 sont arrivés à la même conclusion, c'est qu'on était des gens inaptes à prendre nous-mêmes nos décisions parce qu'on était très passifs. Hein? Vous savez, les gens venaient nous voir, nous poser des questions, qu'est-ce que vous aimeriez avoir, qu'est-ce que vous voulez, mais nous, c'était pas dans notre façon de voir, de dire que quelqu'un nous pose des questions directes comme ça. Quand les gens posaient des questions directes comme ça à l'époque, les gens baissaient la tête puis ils ne répondaient pas. Alors, les enquêteurs qui menaient les enquêtes royales disaient, mais
ne peuvent pas prendre leurs décisions eux-mêmes, on doit les prendre en charge et c'est comme ça que la loi sur les Indiens a été créée. Donc, parce que le gouvernement canadien voulait nous prendre sous son aile, donc il est vraiment notre tuteur donc, au Canada. On est qu'aujourd'hui, on en a un peu moins besoin. Il y a des négociations là, pour tenter de changer tout ça, mais c'est un long processus, hein, parce qu'il y a des nations, malheureusement, qui sont comme, comment je pourrais vous dire ça, sont comme habitués à cette situation-là, que les gouvernements prennent des décisions pour eux, alors que c'est pas évident d'abolir la loi sur les Indiens du jour au lendemain et de passer à autre chose. Donc, il faut y aller étape par étape, tout simplement. Par contre, la loi n'a pas seulement des mauvais côtés. La loi nous confère également des droits, comme entre autres, nous, dans nos communautés, on est non imposable, on est non taxable. On n'a pas non plus imposé des taxes aux gens qui viennent nous rendre visite, en autant qu'on vende des biens produits dans nos communautés et vendus dans les communautés. Mais comprenez-moi bien, c'est seulement dans nos communautés. Hein? Moi, si je vais travailler à Québec, là, je vais payer les impôts. Et si je vais acheter des biens à Québec, je vais payer les taxes comme tous les autres Canadiens. On peut les exempter en faisant livrer les biens à l'intérieur de nos villages. À ce moment-là, ça devient également non taxable. Et la grande question, là, pourquoi on est non imposable? C'est dû au fait qu'aller jusqu'en 1961, on n'avait pas le droit de vote au Canada. Et jusqu'en 1969, on n'a pas le droit de vote au Québec. Et comme le principe d'une démocratie, c'est d'imposer les gens qui ont le droit de vote. On ne l'avait pas. On était non imposable. Et quand ce droit de vote nous a été accordé, bien, les gouvernements ont décidé que le fait de ne pas payer d'impôts était un droit acquis à l'intérieur des communautés. C'est pour cette raison qu'on y est toujours non imposable. OK. Ça va pour ça? Super. Oui. On va prendre 2 minutes, c'est l'excellent, on va parler des Inuktitut. On s'arrête là? Oui. Ah oui, ça. On parlait. Et le printemps est vraiment arrivé. Ce matin, on ne le voyait pas encore. Là, ça baisse. Je vois que ça baisse de jour en jour. Il y a de moins en moins de neige. Donc, les Inuktitut, ça, on n'en avait pas non plus. OK, les Inuktitut, on les retrouve vraiment dans le Grand Nord canadien, chez la nation qui s'appelle les Inuits. Pourquoi on en a? Bien, en fait, les gens envoyaient souvent nous poser des questions les concernant. Puis, on s'est dit, bon, on va en confectionner un pour prendre le temps de les expliquer. C'est vrai, j'en ai vu à Ottawa, ça. C'est vrai, on en voit par haut, on en voit partout maintenant, à plusieurs endroits, on voit les huttes de sudation. Pas les huttes de sudation, mais voyons les Inuktitut, mais de plus en plus, et même souvent à bordure de route. Parce qu'il y a des gens qui disaient que les Inuits faisaient ça pour dire il y a quelqu'un qui est passé là. Mais vous allez voir, ça n'a pas du tout rapport. Et très longtemps, la croyance populaire a laissé sous-entendre que les Inuktitut étaient comme une borne indicatrice sur le territoire des Inuits. C'est-à-dire qu'il y avait qu'à regarder le bras le plus long et ça donnait la direction dans le village. Ah! Oui, mais attendez, un jour, il y a une Inuk qui est venue travailler avec nous, puis quand on lui a dit ça, là, elle s'est roulée par terre, là, parce qu'elle a dit non, c'est pas du tout à ça que ça sert, je vais vous expliquer à quoi ça sert. Leur rôle premier, en fait, est avant tout pour la chasse aux caribous, car les Inuits chassaient les immenses troupeaux, mais à petits groupes familiaux. C'est impossible pour eux de bien encercler le troupeau, parce qu'ils ont commencé à faire sans confectionner les Inuktitut, à les disposer en forme d'un immense demi-cercle sur leur territoire. Là, derrière le troupeau, faisait la battue, et quand les caribous approchaient d'un Inuktitut, bien que croyant que c'était un être humain, ils changeaient de direction, mais il y en avait un autre, il y en avait un autre, il y en avait un autre, il y en avait un autre. Les hommes, les femmes, les enfants complétaient le cercle. Le troupeau commençait à tourner en rond, et ça permettait aux hommes de pouvoir les chasser plus facilement de cette façon. Et si un jour, vous allez marcher dans la toundra canadienne, c'est permis, il n'y a aucune interdiction. De grâce, ne suivez pas les bras des Inuktitut. Car si vous suivez les bras des Inuktitut, qu'est-ce qui va vous arriver? Ouais. Labyrinthe. Vous allez tourner en rond. Tourner. Donc, et là, vous allez marcher, vous allez vous perdre. Ça fait 4 jours que vous marchez. Vous n'avez plus rien à manger. Vous êtes désespéré, mais vous avez la chance de tomber sur un Inuktitut qui a des bois de caribou sur ses épaules. Et vous n'aurez qu'à creuser à ses pieds. Ça veut dire que quelqu'un a enterré de la nourriture. C'était les gardes-manger de secours pour les Inuits, donc de la vaste toundra canadienne. Non, ici, perdez-vous pas, là. Non, on n'a rien mis à ses pieds, surtout pas à Saint-Silène. Ça va pour les Inuktitut? Super. On va passer aux sépultures. Attention. Ah, les voix du printemps, n'est-ce pas? Oui, mais... Donc, quand une personne décédait, la première chose qu'on faisait, c'est qu'on lui revêtait ses plus beaux habits.
on l'enveloppait dans des fourrures de castor et là, on la déposait sur son lit dans la maison longue. Elle demeurait 3-4 jours environ. Ensuite, on prenait les dépouilles, on la transportait au cimetière, on l'enroulait dans de l'écorce et on surélevait son corps à 3 mètres du sol pour le préserver, bien sûr, des chiens, mais surtout des charognards. Et les dépouilles restaient là durant toute l'existence du village. Okay? Nous, on déménageait nos villages à tous les 15-25 ans. Donc, si une personne mourait le lendemain qu'on avait construit un village, bien, son corps pouvait rester là pendant 25 ans. Chaque maison longue désignait un individu pour l'entretien du cimetière. Son rôle était d'y passer régulièrement. S'il s'apercevait qu'il manquait de l'écorce, elle prenait le cercueil des membres de son clan, bien, il devait ajouter l'écorce tout simplement. Et ça pourrissait pas? Ben oui, il pourrissait, mais le but de l'envelopper comme ça, c'était de le protéger, pas vraiment de le protéger, mais simplement de protéger les ossements avant tout. On voulait vraiment préserver les ossements, parce que là, vous comprenez que quand on va déménager le village, on ne pourra pas emmener tous ces ossements avec nous. Alors, ce qu'on faisait, une grande fosse, on les déposait à l'intérieur, et là, on leur donnait vêtements, nourriture, armes et outils, car on croit un monde après la mort, mais un monde où on vit exactement comme on vit sur notre mère la Terre. Donc, et en plus, comme vous disiez lorsqu'on parlait des médecines, on est animiste, on croit vraiment qu'il y a un esprit dans tout ce qui est sur Terre. Même les objets qu'on fabrique, nous, sont habités d'un esprit, car ça nous permet de les emporter avec nous, donc dans le monde des esprits. Et pourquoi on agissait de cette façon? Et nous, on pensait que quand une personne décédait, son esprit ne quittait pas le village. Okay? Son esprit demeurait avec nous. C'est seulement qu'on déménageait des villages que les esprits nous quittaient et pour aller donc vers le monde des esprits. Ça va pour ça? Oui. Et bon? Ouais. Les gens de votre village vivaient très longtemps? Ils avaient, à l'époque, les données qu'on a à l'époque, c'était environ une 50aine d'années à l'arrivée des Européens. Environ, donc vous voyez, mais c'est tout dépendant des secteurs où on va habiter. L'espérance de vie va être plus ou moins longue. Plus on va aller vers le nord, mais plus l'espérance de vie était plus courte. On parle même à certains moments des gens de 30-35 ans environ l'espérance de vie à l'arrivée des Européens. Et comprenez bien que les gens en étaient conscients. Si jamais un hiver, une personne qui avait atteint 30-35 ans s'apercevait que c'était très difficile de trouver de la nourriture et tout, et souvent les gens disaient non, moi j'ai vécu ce que j'avais à vivre, allez, laissez-moi ici, puis continuez ou essayez de survivre, moi j'ai vécu ce que j'ai à vivre. Et ça s'est fait très longtemps, parce que quand je vous ai parlé tout à l'heure de l'Inuit qui est venu travailler avec nous, l'Inuk qui est venu travailler avec nous, elle nous contait que son grand-père avait un frère qui était aveugle et un hiver, l'hiver était vraiment très, très dur, très, très difficile. Et lui avait dit non, vous pouvez continuer sans moi, je suis un fardeau pour vous, j'ai vécu ce que j'avais à vivre. Et écoutez, Annie avait dans une trentaine d'années, donc vous voyez, ça fait, je vous dirais, dans les années 1940, environ là, 1950, que cette personne-là avait décidé que non, elle en avait assez, elle voulait. Donc, elle s'est tuée ou... Non, c'est ça, on l'a laissé mourir au froid. Hein, vous savez, les Inuits dans le nord, il s'est endormi, puis il s'est sans doute jamais réveillé à cause du froid. Wow. Donc, ouais. Mais c'était dans la façon de penser, la façon de voir le monde. Donc, si on se sentait devenir un fardeau pour le reste du groupe, ben, il valait mieux disparaître pour permettre au groupe de survivre. D'accord. Mais je pense que 35 ans à l'époque, de nos jours, ça doit être 70 ans, 80 ans. Voilà, c'était quand même beaucoup. Puis les conditions de vie étaient dures, surtout l'hiver. L'été, c'était bien, mais l'hiver, ça n'a pas toujours été évident. Même nous, dans les maisons longues, vous savez, nous, les maisons longues, le problème qu'on avait, c'était la fumée. La fumée des maisons longues, si on n'avait pas de cheminée. Hein? Donc, en n'ayant pas de cheminée, vous comprenez la fumée qui s'accumulait dans la maison. C'est pour ça que les plafonds étaient aussi hauts. Et en plus, l'hiver, ben, l'été, les portes étaient ouvertes, donc ça aidait. Mais l'hiver, évidemment, on gardait les portes fermées pour garder la chaleur. Donc, vous imaginez. Donc, d'ailleurs, on sait qu'on avait beaucoup de problèmes pulmonaires et beaucoup de problèmes de vision dû à la fumée, donc à l'intérieur des maisons. Okay. C'est bon? Super. Oui, on complète, on parle de notre village aujourd'hui.